Bruce m'a clairement beaucoup aidé. On a continué comme ça, encore et encore et encore et encore. Montre-moi comment tu fais ton sick kick. J'ai lancé un coup de pied et il m'a envoyé valser sur mes talons comme ça. Geste, la chaise est tombée et s'est cassée. John Saxon n'était que le bel acteur hollywoodien dans Opération Dragon. Un outsider qui essayait de suivre le rythme de vrais tueurs comme Jim Kelly. Mais avant sa mort en 2020, Saxon a brisé 40 ans de silence pour révéler un secret qui change tout ce qu'on croyait savoir sur Bruce Lee. Il n'était pas juste un observateur. Saxon savait exactement ce qu'il regardait. Ce qu'il a vu quand les caméras s'arrêtaient, c'était une démonstration terrifiante de compétences brutes qui prouvait que le dragon n'était pas un acteur. Quelle est la preuve irréfutable que John Saxon a laissée derrière lui? Rejoignez-nous pour révéler la vérité. Le dur à cuire d'Hollywood contre l'arme humaine. Quand John Saxon a été casté comme ropé dans Opération Dragon, le monde des arts martiaux a levé les yeux au ciel. Pour les puristes, c'était juste un autre joli garçon d'Hollywood. Un acteur né à Brooklyn inséré dans le film pour plaire aux publics occidentaux, pas prêt pour un casting 100% asiatique. Il le voyait comme un accessoire, un Américain mou à côté de vrais tueurs comme Jim Kelly et le terrifiant Bob Wall. Mais ce que les critiques et même l'équipe ignoraient, c'est que John Saxon vivait une double vie. Loin des plateaux et des tapis rouges, il passait des années à se faire saigner les phalanges dans de vrais dojos. Il était un sérieux étudiant du Shotokan karaté sous le féroce Itaka Nishiyama et avait décroché une ceinture noire en judo, gagnée à la sueur, pas au statut. Que faisait exactement Bruce Lee dans ce salon pour qu'un black belt aguerri remette en question tout ce qu'il savait sur la physique? Saxon connaissait la différence entre un coup de cinéma et un coup létal parce qu'il en avait encaissé des deux. Alors quand il arrive sur le plateau à Hong Kong en 1973, il ne regarde pas Bruce Lee avec les yeux d'un acteur qui admire un costard. Il le regarde avec le regard critique et analytique d'un fighter entraîné qui mesure un prédateur supérieur. Saxon remarque des choses que les caméras ratent. Les micro-ajustements dans le jeu de jambes de Bruce, l'immobilité terrifiante avant l'explosion. Le son que l'air fait quand les coups de pied de Bruce le tranchent. Mais le moment qui change Saxon à jamais ne se passe pas pendant une prise. Il arrive lors d'une session privée, non enregistrée, chez Bruce Lee à Los Angeles, des semaines avant le début du tournage. Un moment si troublant que Saxon garde les détails enfouis pendant près de 40 ans. La relation entre les deux hommes commence non par une poignée de main, mais par un défi de perception. Bruce Lee détestait les faux. Il avait un radar pour l'incompétence et peu de patience pour les acteurs qui traitaient les arts martiaux comme une danse. Quand Warner Bros. Suggère Saxon pour OP, Bruce est d'abord sceptique. Il ne veut pas un fighter d'écran. Il veut quelqu'un qui bouge avec une vraie intention. Pour faire ses preuves, Saxon ne compte pas sur son agent. Il rencontre Bruce chez lui à Los Angeles pour ce qui devait être une simple lecture de script. Mais Bruce a d'autres plans. Il invite Saxon dans son gym privé, un espace moins sale d'entraînement qu'une chambre de torture high-tech, remplie d'équipements sur mesure, de sacs lourds, remplis de plomb et de machines géométriques bizarres conçues pour tester les limites humaines. Bruce demande à Saxon de lui montrer un sidekick. Saxon, confiant dans son Shotokan, lance un coup net, techniquement parfait, rigide et puissant. Bruce observe, silencieux, immobile. Puis, sans échauffement, Bruce s'approche d'un sac lourd de 450 kg. Il ne claque pas la jambe, il ne crie pas, il explose simplement. Le sac ne balance pas juste, il se plie en deux et claque contre le plafond comme un accident de voiture. Saxon se souvient que le bruit ressemblait à un coup de feu. Ce n'était pas juste de la force. C'était un transfert d'énergie cinétique terrifiant qui n'aurait pas dû être possible pour un homme de la taille de Bruce. Bruce se tourne vers Saxon, sans une goutte de sueur, calme, et dit: Voilà la différence entre frapper une cible et la détruire. Une fois à Hong Kong, pendant que les caméras tournent, tout est chorégraphié, mais les secondes entre les prises sont chargées de tension. Saxon observe que Bruce Lee traverse le plateau non comme une star de cinéma, mais comme un général en territoire ennemi. Il y a des murmures constants de défis, membres de triades locales, maîtres de confus rivaux, qui trouvent que Bruce expose trop de secrets ou veulent simplement se faire un nom en abattant le roi. Saxon regarde Bruce naviguer ça avec une conscience prédatrice terrifiante. Un après-midi, un extra particulièrement agressif, un mec connu dans la scène underground locale, commence à se moquer du confus de cinéma de Bruce assez fort pour que toute l'équipe entende. Le plateau devient mortellement silencieux. À Hollywood, la sécurité aurait vidé le gars. À Hong Kong, ça aurait été une perte de face. Saxon regarde depuis quelques mètres, s'attendant à une bagarre. Au lieu de ça, il assiste à un démantèlement psychologique. Bruce ne s'énerve pas, il ne hausse même pas la voix. Il s'approche simplement de l'homme, réduit la distance jusqu'à quelques centimètres de son visage et l'invite à frapper en premier. Saxon note que les mains de Bruce sont baissées, sa posture détendue, complètement ouverte à l'attaque. L'extra hésite. En cette fraction de seconde d'hésitation, Bruce a déjà gagné.
Il feinte une frappe si rapide que l'extra sursaute violemment, trébuche sur ses propres pieds et tombe à la renverse sans que Bruce ne le touche. Une humiliation pire qu'une raclée. Saxon réalise alors que l'arme réelle de Bruce n'est pas sa vitesse, mais la preuve la plus glaçante que Saxon donne vient d'un moment de violence accidentelle pendant le tournage des scènes finales du tournoi. Il y a une séquence où Bruce doit kicker un bouclier tenu par un cascadeur. Ils tiennent des pads renforcés, épais, conçus, pour absorber des swings de batte de baseball à pleine puissance. Saxon est juste derrière le cadreur, regarde la mise en place. Le réalisateur crie Action. Bruce avance et lâche un seed kick. Ce n'est pas le coup d'écran fait pour être joli. Pendant une fraction de seconde, Bruce glisse et délivre sa vraie puissance. Le résultat est horrifiant. Le cascadeur ne trébuche pas juste. Il est projeté en l'air, vole presque 3 mètres en arrière avant de s'écraser dans un groupe d'extras. Le bras du cascadeur est cassé instantanément par la force qui traverse le pad. Bruce sort immédiatement du personnage, se précipite pour aider l'homme, sincèrement désolé et inquiet. Mais Saxon fixe le bouclier cassé et le cascadeur gémissant, incrédule. Il réalise que si ce coup avait touché une poitrine humaine au lieu d'un bouclier, ça n'aurait pas juste cassé les côtes, ça aurait arrêté un cœur. Dans des interviews des années plus tard, Saxon secoue la tête en racontant cette histoire, en insistant que les écrans de télévision ne peuvent jamais transmettre la lourdeur de la puissance de Bruce. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas des trucs de caméra, c'était une densité de force que Saxon, même avec sa ceinture noire, avoue n'avoir jamais vue chez un autre être humain. Cet écart entre bon et transcendant est quelque chose qui obsède Saxon pour le reste de sa vie. Il parle souvent des conversations qu'il avait avec Bruce dans les moments calmes entre les prises. Bruce lui expliquait ses théories sur le jet kun d'eau non comme un style, mais comme une méthode pour éliminer l'inutile. Saxon, formé aux formes rigides du karaté traditionnel, trouvait ça déroutant au début. Il arguait que la forme était la base de la puissance. Bruce répondait en demandant à Saxon d'essayer de le toucher pendant 10 minutes, là, sur le sol du studio. Saxon essaie de taguer Bruce avec tout ce qu'il a, jabs, hooks, coups de pied tournants. Il n'en touche pas un seul proprement. Bruce ne bloque pas, il intercepte. Il intercepte. Chaque fois que Saxon pense à lancer un coup, Bruce est déjà en train de bouger dans l'espace ouvert que ce coup allait créer. C'était comme se battre contre un fantôme capable de te frapper avec un marteau de forgeron. À la fin du tournage, John Saxon arrive à une conclusion humiliante. Il est un artiste martial. Il sait se battre. Il peut gagner des tournois et se défendre. Mais Bruce Lee est autre chose entièrement. Bruce est une anomalie évolutive. Et quand Saxon regarde le montage final du film des années plus tard, il sait que le public ne voit qu'une fraction de la vérité. Le vrai monstre n'était pas le personnage à l'écran. C'était l'homme qui l'avait terrifié dans un salon à Bel Air. L'homme derrière le mythe. Bien avant d'être John Saxon, l'icône hollywoodienne épaule contre épaule avec des dieux des arts martiaux, il était Carmine Orrico, un gamin qui se battait pour survivre dans la jungle de béton de Brooklyn, New York. Né en 1936 de parents italo-américains, son monde n'était pas rempli de tapis rouges ou de premières. C'était la réalité dure et implacable des rues de l'ère de la dépression. Dans son quartier, le respect ne se donne pas, il se prend. Le jeune Carmine n'apprend pas à se battre dans un dojo avec des sols rembourrés. Il l'apprend dans les ruelles où la seule règle est la survie. Il possède déjà une intensité sombre, même ado, un feu silencieux qui dérange les gens autour de lui. Pendant que les autres garçons jouent au baseball de rue, Carmine observe la mécanique de la dureté. Il comprend que dans Brooklyn, si tu montres de la peur, tu es déjà fini. Cette éducation brute et sans filtre forge un noyau d'acier en lui qu'aucune école d'acting ne pourra enseigner. Il porte le swagger du fils d'un docker, une puce sur l'épaule qui lui murmure qu'il doit travailler 2 fois plus pour obtenir la moitié. Mais qu'est-ce qui force ce gamin des rues dures à changer de nom et à cacher son passé pour toujours? La transformation de Carmine Orrico en John Saxon est un processus de raffinement violent. Repéré par un agent de mannequin alors qu'il séchait l'école, ses traits sombres et beaux le font poser pour les couvertures de magazines policiers et de romans d'amour. Mais il déteste l'idée d'être juste un joli visage. Quand on l'amène à Hollywood par l'agent légendaire Henry Wilson, celui qui a créé Rock Hudson, Carmine est dépouillé de son nom et rebaptisé John Saxon. Mais contrairement aux autres beefcakes des années 50 contents de sourire et saluer, Saxon est obsédé par la substance. Il s'inscrit au Stella Adler Conservatory of Acting, le même lieu sacré qui a formé Marlon Brando. Là, il n'apprend pas juste des répliques, il apprend à disséquer le comportement humain. Il attaque le jeu avec la même férocité qu'il appliquera plus tard aux arts martiaux, le traitant comme une discipline plutôt qu'un projet de vanité. Il refuse d'être le lead romantique mou que les studios veulent. Il se bat pour des rôles sombres, tranchants, moralement complexes. Cette rébellion intérieure contre la machine Hollywood est le premier signe de l'esprit guerrier qui finira par l'attirer vers la discipline de l'Est. Il est un homme en smoking qui cache un cœur de fighter de rue, attendant une discipline capable de contenir son intensité.
Pendant que ses pairs passent leur nuit en fête sur Sunset Boulevard, John Saxon cherche quelque chose de plus dur, quelque chose qui puisse calmer le bruit dans sa tête. Fin des années 50, bien avant que les films de Kung-Fu rendent les arts martiaux à la mode, Saxon entre dans le dojo de Hidetaka Nishiyama. Nishiyama n'est pas juste un prof. C'est un titan du Shotokan karaté, un homme qui croit que les arts martiaux sont un chemin de mort et renaissance spirituelle. Il se fiche que Saxon soit une star montante. Au contraire, il est plus dur avec lui à cause de ça. Saxon décrit l'entraînement comme médiéval, pas de protection, pas de catégorie de poids, pas de pitié, des heures en cheval jusqu'à ce que les jambes tremblent sans contrôle, suivies de centaines de coups sur des makiwaras jusqu'à ce que les phalanges saignent. Saxon ne lâche pas. Il trouve une paix étrange dans la brutalité. Il apprend que la douleur n'est que de l'information et que la limite du corps n'est qu'une suggestion. Gagner sa ceinture noire sous Nishiyama n'est pas un hobby, c'est un baptême du feu. Ça prouve que Saxon possède le Mushin no Shin. La dédicace de Saxon à son art, acting et combat, commence à payer, mais pas sans coût. En 1958, il gagne le Golden Globe du New Star of the Year pour This Happy Feeling. L'industrie essaie de l'enfermer comme teen idol, heartthrob pour magazine. Mais Saxon rejette violemment l'étiquette. Il prend des rôles physiquement exigeants, fait souvent ses propres cascades bien avant que ce soit la norme. Il voit son corps comme un instrument et le garde accordé à un niveau létal. Pourtant, Hollywood est un champ de bataille d'un autre genre. Pour chaque victoire, il y a 5 défaites, des rôles qu'il perd parce qu'il est trop intense ou trop ethnique. Saxon traite ses rejets comme des sparring, il prend le coup, resserre sa garde, avance. Il travaille avec des légendes comme le réalisateur John Huston et joue aux côtés de talents impitoyables comme Marlon Brando dans Diapalooza. Dans ce film, Saxon joue un bandit mexicain avec une menace si convaincante qu'il vole des scènes à Brando lui-même. Diapalooza, John Saxon en antagoniste Shui Medina face à Marlon Brando en protagoniste. C'est une performance alimentée par son focus martial, immobilité, timing, explosion. Il prouve qu'il n'est pas juste un joli garçon. Il est un acteur de caractère poids lourd, capable de tenir l'écran face aux plus grands géants du cinéma, exactement comme il tiendra plus tard face au dragon. Avant de lancer un coup de pied à Hong Kong, John Saxon est déjà une star d'action établie dans le western américain. Il joue dans des films comme Joe Kidd aux côtés de Clint Eastwood, des hommes rudes aux potanés qui vivent par l'arme. Le genre western demande une physicalité spécifique, une rudesse qu'on ne peut pas simuler avec du maquillage. Saxon fait ses propres cascades à cheval, ses propres tirs, ses propres bagarres. Il traduit son espacement martial dans les duels au revolver, comprendre que le face-à-face est d'abord un duel mental avant le physique. Cette période de sa carrière est souvent oubliée par les fans d'arts martiaux, mais c'est le creuset qui le prépare pour Opération Dragon. Il apprend à projeter le danger sans un mot, la marque d'un maître. Quand il arrive à Hong Kong, il apporte cette énergie de cow-boy, une dureté stoïque américaine qui contraste parfaitement avec la philosophie orientale de Bruce Lee. Il n'essaie pas d'être un homme de confus. Il est le bagarreur américain, le fighter de saloon qui a raffiné ses compétences en sciences mortelles. Cette authenticité est pourquoi son personnage ropé reste si iconique. Saxon ne joue pas un dur. Il laisse simplement son histoire respirer à l'écran. Quand les années 70 s'estompent et que la folie des arts martiaux change, la carrière de Saxon entre en hiver froid. Le téléphone sonne moins souvent, les grosses offres studio sèchent. Mais fidèle à son entraînement, Saxon ne s'effondre pas. Il s'adapte. Il se réinvente pour une nouvelle génération dans le chef-d'œuvre d'horreur de Wes Craven, A Nightmare on Elm Street. En lieutenant de police, père de l'héroïne, Saxon apporte une gravité au genre horreur dont il avait désespérément besoin. Il joue la figure d'autorité, l'homme de logique qui essaie de comprendre un monde illogique. Ce n'est pas un rôle martial, mais la discipline est là dans sa performance. Il est l'encre, le rock stable au milieu du chaos du monde des rêves de Freddy Krueger. Ce rôle le présente à des millions de fans qui n'ont jamais vu Opération Dragon, prouvant sa polyvalence. Apparaissant dans des dizaines de films, de B-movies et de séries T. Il ne fait jamais semblant. Que ce soit dans un thriller italien low budget ou un blockbuster hollywoodien, Saxon arrive préparé, professionnel, intense. Il voit chaque job comme un dojo, un endroit pour pratiquer son art, affiner ses compétences, maintenir sa discipline. Dans ces dernières années, John Saxon se retire de la vue publique, s'installe dans une vie plus calme au Tennessee. Il devient un homme de peu de mots, gardien de souvenirs qui s'efface lentement du monde. Avec la mort de ses co-stars, Bruce Lee en 1973, Jim Kelly en 2013, Bob Wall plus tard, Saxon réalise qu'il devient le dernier témoin. Il détient les dernières pièces vivantes du puzzle. Il arrête d'aller à autant de conventions, préfère la solitude de sa maison et la compagnie de sa femme, Gloria. Mais le mindset martial ne le quitte jamais. Même dans ses 80 ans, il maintient un régime physique, étirement, technique de respiration apprise un demi-siècle plus tôt. Le 25 juillet 2020, la nouvelle tombe.
envoyant une onde de choc dans les communautés cinéma et arts martiaux. Ton est mort de pneumonie à Murfreesboro, Tennessee. La une n'annonce pas juste la mort d'un acteur, elle annonce la fin d'une ère. Les hommages affluent du monde entier, pas seulement des fans, mais de grands maîtres, cascadeurs et acteurs qui connaissaient la vérité de sa maîtrise. Et que penses-tu de la révélation de John Saxon sur la puissance de Bruce Lee? Le témoignage d'un black belt met-il enfin fin au débat acteur vs fighter? On aimerait connaître ton avis en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Clique aussi sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Tu vas adorer. À la prochaine.